Dans cette vidéo, nous allons parler du jugement, être jugé ou se sentir jugé. Le jugement, c'est l'action de se faire une opinion sur quelqu'un ou quelque chose. Le fait d'obtenir ou de porter une appréciation favorable ou défavorable sur quelqu'un ou sur quelque chose. Qu'il s'agisse de se sentir jugé par les autres, d'être jugé par les autres, de juger les autres ou de poser un jugement sur quelque chose ou sur quelqu'un, on va voir que le mécanisme est le même. Mais je tiens quand même à ce qu'on s'accorde sur ces différents termes. Être jugé par les autres, c'est quand les autres se permettent, l'autre ou les autres se permettent de nous faire des critiques, de nous donner ouvertement leur avis, positif ou négatif, sur nous, sur qui l'on est. C'est quand les actes de jugement sont vraiment visibles et qui sont clairs et francs. On nous explique, c'est le cas où quand on nous explique qui on est, ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait pas bien, ce qui va pas chez nous, notre personnalité, notre manière de penser, notre manière de parler. Les gens se permettent de donner leur avis en disant ah mais toi de toute manière t'es trop grande, t'es petite, t'es maigre. Ça peut être positif comme négatif, mais c'est vraiment une étiquette qui est posée sur nous, non seulement physique ou par rapport à qui l'on est. T'es bête, t'es intelligente, t'es excitée, t'as un caractère fort, tu travailles bien, tu travailles pas bien, avec des jugements de valeur. Ce que tu penses, c'est pas comme ça qu'il faut que tu penses, il faudrait que tu réfléchisses autrement. Donc c'est vraiment l'art de recevoir de la part des autres une étiquette, les autres nous mettent dans une case, dans une critique ouverte, sans que ça leur pose aucun problème. Quand on est jugé, quand on reçoit un jugement ou une critique ou une remarque, un jugement sur qui l'on est ou sur comment est-ce que l'on est, sur qui est-ce qu'on focalise notre attention? Sur les autres. Est-ce que quand on focalise sur les autres, au moment où on reçoit un jugement, est-ce qu'on est tendu ou détendu? Tendu. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est jugé, quand on reçoit un jugement? Colère, joie, tristesse. Bien souvent de la colère et ou aussi de la tristesse. Qu'est-ce qu'on en fait? Souvent pas grand-chose. Se sentir jugé par les autres. C'est quand on se sent jugé par les autres, ça veut pas, on n'est pas forcément, c'est pas forcément des jugements ouverts, des jugements clairement énoncés ou des jugements clairement dits. C'est quand on ressent que les autres nous jugent. Quand on se sent jugé, c'est quand à l'intérieur de nous, on sent que les autres nous jugent. On le sait, on le ressent, mais ça va pas être forcément franc. Ça va pas être dit. Et c'est souvent dans ce genre de cas que notre entourage va dire ah, mais ça c'est dans ta tête. Je veux dire, elle a rien dit pour que tu te sens jugé. C'est toi qui te sens jugé. Sous-entendu, t'es parano, tu fais ta victime et ce que tu ressens n'a aucune valeur. Que ce soit des mots qui sont vraiment dits ou que ce soit des choses que l'on ressent, la souffrance elle est la même. Quand on se sent jugé, on se sent jugé. Et puis de se dire, il faut que j'arrête de penser cela, il faut que j'arrête de penser ça. Et puis c'est ce que les autres me disent, mais arrête de penser ça comme ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de te sentir jugé. Ça fonctionne rarement, voire jamais. On a beau se dire, arrête, arrête, arrête de penser que les autres te jugent. On se sent jugé, on le ressent en nous. Et la souffrance, c'est exactement la même que si la personne avait vraiment dit les mots ou elle avait vraiment fait ces actes-là. Donc, peu importe que la personne elle ait dit ou elle n'ait pas dit, aller s'expliquer avec la personne et lui montrer que oui mais on sent bien, on sait qu'en fait elle nous juge, qu'elle fait semblant de ne pas nous juger mais qu'en fait elle nous juge, ça va servir à rien du tout, ça va nous apporter rien du tout parce que la personne elle a bien de nous dire pas du tout, puis en fait on se dit alors je suis complètement folle, ce que je ressens je suis vraiment parano ou je suis complètement fou, ce que je ressens je suis vraiment paranoïaque et du coup j'ai vraiment un problème psychologique. Lorsqu'on se sent jugé par l'autre, qu'est-ce qu'on ressent? Tension, détente. Tension. Quand on se sent jugé par l'autre, sur qui on focalise notre attention? Sur les autres. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on se sent jugé par l'autre? Souvent de la colère ou de la tristesse. Et qu'est-ce qu'on en fait? Rien du tout. Donc c'est exactement la même chose qu'il y ait des paroles ou qu'il n'y ait pas de paroles, que ce soit verbal ou non verbal, le jugement ou se sentir jugé, ça va revenir à exactement la même souffrance. Et ce qui est important, c'est que ce qu'on ressent, on le ressent, et c'est ça qui doit prévaloir, c'est de s'occuper de ce qu'on ressent nous à l'intérieur, plutôt que de savoir si l'autre a vraiment dit ou pas dit. On continue. Se juger nous-mêmes. Se juger nous-mêmes, c'est comme si
on se disait exactement les propos que les autres ont tenus ou pourraient tenir, mais on se les dit à nous-mêmes. C'est comme si on était à l'extérieur de nous, en train de se dire, bah tu vois, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es trop comme ci, pas assez comme ça, et puis de toute manière, bah, tu as un caractère fort, tu es pas intelligente. C'est comme si on était le juge qui venait nous juger, était à l'extérieur de nous, et puis qu'on continuait à se dire nous-mêmes des choses qu'on a entendues ou qu'on a l'impression qu'on pourrait entendre de la part des autres. Les autres n'ont même plus besoin d'être là. Hein. On arrive très bien à se le dire à nous-mêmes et à s'autocritiquer. Généralement, même si le jugement peut être positif ou négatif, hein, mais c'est rare qu'une autocritique ou qu'un jugement sur nous soit vraiment réellement positif. On a plutôt tendance à se critiquer et à se juger négativement, mais c'est comme si, à force d'avoir reçu des jugements de la part des autres, à force d'avoir reçu des critiques, des caractéristiques de nous qui n'allaient pas, à force d'avoir entendu tout ça, ben en fait, on a fait nôtre leurs remarques et puis on est persuadé que c'est exactement la réalité et on se les répète et on se les ressasse tout au long de notre journée ou tout au long de notre vie. Comme si on avait quelque part construit des croyances sur qui on était, qui sont issues plutôt de ce que les autres nous ont dit ou nous ont pas dit, mais des jugements que les autres ont posés sur nous. Quand on est et puis on est aussi très fort pour se poser des jugements par rapport aux normes. Hein. C'est souvent des jugements, je suis trop comme ci, ou je suis pas assez comme ça. Je suis trop comme ci, par rapport à qui, par rapport à quoi. De nouveau, on est tourné par rapport aux autres. Même si on est nous-mêmes en train de nous juger, on se tourne toujours par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de la norme. Hein. Et la norme, bah, c'est l'extérieur de nous, c'est les autres. Donc quand on est en train de nous juger, est-ce qu'on est tendu ou détendu? Tendu. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se dit qu'on est vraiment trop nul et qu'on est une incapable ou un incapable? Colère, joie, tristesse? Souvent colère et tristesse. Qu'est-ce qu'on en fait? Bien souvent pas grand-chose. Porter un jugement sur les autres. Hein, quand là, c'est les rôles qui s'inversent, ça veut dire qu'on est en train de porter un jugement sur l'autre. Il est trop comme ci, il est pas assez comme ça. De se comparer à l'autre. De porter un jugement sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils pensent, sur le physique, sur l'apparence, ou se sentir, bah, c'est le moment où on se sent supérieur ou inférieur par rapport à l'autre. Même si les rôles sont inversés, en fait, notre attention, de nouveau, elle est focalisée sur qui? Sur les autres, sur l'extérieur. Elle est focalisée sur la personne qui est en face de nous ou les personnes qui sont en face de nous. Et du coup, quand on porte un jugement par rapport aux autres, on est souvent tendu. C'est souvent, je suis tendu, ah, elle est nulle, elle est moins bonne, elle est meilleure, il est moins bon. Hein. Et donc ça veut dire que, de nouveau, on est tendu, dans notre corps est tendu, nous montre qu'il y a une tension. Qu'est-ce qu'on ressent? De nouveau, souvent des émotions. Derrière cette tension, il y a une émotion, un agacement, une irritation, ou alors une tristesse que l'autre ne soit pas là, alors du coup c'est un con, pardon, c'est un débile, ou c'est une débile. Et qu'est-ce qu'on fait de nos émotions? Souvent pas grand-chose. Donc en fait, quel que soit le jugement, posé par les autres, posé de notre part par rapport aux autres, ou des autres par rapport à nous, ou que ce soit juste simplement cette sensation d'être jugé ou le fait qu'on se juge soi-même, le mécanisme c'est le même. Et dans tous ces mécanismes-là, dès qu'il est question de jugement, on va ressentir une tension physique palpable dans notre corps. Cette tension, je vous rappelle que quand on ressent une tension dans notre corps, c'est que c'est signe de notre corps qui nous dit que notre mental est présent. D'accord? Que si on reprend en fait la définition du mental dans Hodge, du mental, du petit vélo, du hamster ou de l'ego, ben, c'est dès qu'il y a une tension physique, c'est qu'il y a notre mental qui est là. La définition du mental, c'est sa première caractéristique, c'est de nous couper du moment présent, nous mettre dans les peurs, donc la peur du jugement dans le futur, donc dans les peurs, la peur du jugement de l'autre, la peur de ce que va penser l'autre, la peur de ce que va dire l'autre, la peur de ne pas être capable de nouveau, comme la dernière fois je n'ai pas été capable, alors je ne serai pas capable cette prochaine fois. Donc c'est vraiment, il nous coupe du moment présent en nous mettant dans le futur. Il nous coupe du moment présent en nous mettant dans le passé, où on se souvient du nombre de fois où on a reçu cette remarque-là, on se souvient de ce qu'on nous a dit, on se souvient du jugement qu'on a déjà reçu de nous, on se souvient de la dernière fois qu'on a raté, et du coup, il nous coupe du moment présent, le mental, et là, c'est l'apothéose, parce que ça s'est passé dans le passé, alors du coup, ça va se passer dans le futur. Et ça, c'est vraiment notre mental qui nous coupe du moment présent, et qui
nous ramène plutôt au jugement qu'on a reçu, plutôt qu'à qui l'on est, là, ici, maintenant, dans le moment présent. Et c'est lui qui va nous forcer, pas nous forcer, mais qui va nous amener à croire fortement à ce que du fait qu'on ait reçu ça dans le passé, alors du coup, c'est une réalité dans le moment présent. La deuxième caractéristique du mental, c'est en nous coupant du moment présent, il va nous couper de nos émotions, nous empêcher de reconnaître, de ressentir, d'exprimer nos émotions de joie, de colère, de tristesse. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on ne va même pas se rendre compte que quand on reçoit un jugement ou quand on pose un jugement, il y a une émotion derrière. On ne va même pas se rendre compte que les jugements passés, en fait, nous ont déclenché des émotions que l'on n'a pas exprimées. Et c'est ce qui fait que notre émotion, tant qu'elle n'est pas exprimée jusqu'au bout, vécue jusqu'au bout, notre émotion, elle est intacte dans notre corps et elle continue à exister là, ici, maintenant. C'est aussi ce qui fait que notre mental, il redémarre très vite pour bloquer cette émotion-là. La troisième caractéristique du mental, c'est qu'il va nous couper de la personne que l'on est, de notre savoir inné, de nos intuitions, de nos qualités, de qui l'on est nous, et il va nous amener justement à porter l'attention plutôt au jugement de valeur des autres que nous laisser en contact avec nous dans le moment présent tel que l'on est avec toutes nos qualités. C'est lui qui va nous mener à de l'intolérance, à catégoriser les gens, à se sentir supérieur ou inférieur par rapport à l'autre, à se positionner par rapport à l'autre, dans des jugements de valeur, à nous dire que c'est bien, que c'est pas bien ce qu'on fait. C'est lui qui va nous faire nous comparer aux autres, nous mettre dans des complexes d'infériorité, de supériorité, qui va nous mettre dans un rapport dominant-dominé, ou dans le pouvoir, dans le racisme, dans le manque de confiance en nous aussi. Donc ce mental, il est bien présent dans tout le domaine du jugement. Et dès qu'il est question de jugement, simplement rien que le fait qu'on soit tendu, ça indique qu'en fait, il est question de mental par rapport à tout ça. Quand on a reçu beaucoup de jugements, ou qu'on s'est senti jugé souvent, ou qu'on a été jugé souvent, en fait, ou qu'on a été catalogué, critiqué, rabaissé, on en arrive à avoir peur que l'autre nous juge. Tellement peur que l'autre nous juge, tellement peur et tellement être persuadé que de toute manière, les autres vont nous juger et vont nous ramener à qui l'on est, ou ce qu'on nous a dit qu'on était, que du coup, on est en permanence tourné sur l'autre. Qu'est-ce que l'autre pense? Qu'est-ce que l'autre veut? Qu'est-ce que l'autre souhaite? Comment est-ce que ça va se passer? Et on arrive complètement tendu dans les relations, et on arrive complètement tendu à toujours vouloir faire ce que l'autre veut pour être sûr qu'il ne nous critique pas, pour être sûr qu'il nous valide, pour être sûr qu'il nous aime bien et qu'on soit parfait ou parfaite, de manière à suradapter à la demande ou à l'attente de l'autre et éviter le jugement. Et généralement, ça ne marche pas du tout. C'est au contraire, on verra dans les exemples qu'au contraire, c'est plutôt à ce moment-là où les autres vont avoir toute la place de pouvoir nous juger, vu que toute notre attention est tournée sur eux. Donc on leur laisse toute cette place-là. Et en plus, on aura l'impression que on a beau tout faire pour faire tout juste, tout bien et être aimé des autres, ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'on est vraiment nul. Ça veut dire que vraiment, on est incapable et que vraiment, on a l'état qu'on nous a dit avoir et que, en fait, il faut qu'on arrête de penser qu'on va pouvoir être aimé par qui que ce soit ou pouvoir être valorisé par qui que ce soit parce qu'on est vraiment nul. On va prendre un exemple pour illustrer ça. On va prendre l'exemple de Mathilde, qui a 24 ans, qui vient me voir parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Ni dans sa vie professionnelle, ni dans sa vie personnelle. Elle sent qu'elle a des blocages, elle sait qu'il y a des choses qu'elle n'a pas réglées en elle, mais elle n'arrive pas à faire remonter les choses à la surface. C'est ses mots. Elle a tendance à ne pas prendre sa place dans ses relations parce qu'elle se juge en permanence. Elle a une histoire familiale compliquée. Ses parents se disputaient beaucoup et son père a quitté le domicile il y a 5 ans seulement, donc quand elle avait 19 ans. Ça a été un soulagement pour Mathilde parce que c'était quelqu'un de violent, quelqu'un qui n'aimait pas ses filles, était infidèle et quelqu'un qui était tout le temps en train de la rabaisser. Et en plus, ça a été un soulagement parce que les disputes se sont arrêtées. Donc maintenant, Mathilde, elle habite avec sa maman encore. Et elle voit plus son père parce que de toute manière elle s'est jamais sentie aimée et elle s'est jamais sentie appréciée par lui. Sa maman, elle est complètement à l'inverse, elle est plutôt victime. C'est les mots de Mathilde. Elle donne jamais son avis, elle s'écrase, elle se met de côté,
elle se rabaisse tout le temps, elle évite le conflit à tout prix, mais pour autant, elle a des remarques cinglantes envers Mathilde, elle est tout le temps en train de la rabaisser, de lui reprocher des choses, avec des phrases du style « tu es trop caractérielle, tu n'es pas assez douce, tu vas finir seule, tu devrais te trouver un vrai métier, tu comprends rien, de toute manière, tu n'as jamais été bonne ». Donc des phrases comme ça qui sont très rabaissantes, à sa manière, d'une manière beaucoup plus calme et non violente par rapport aux phrases de son père qui étaient beaucoup plus dans l'intensité de voix, qui était beaucoup plus haute. Mais qu'est-ce qu'elle ressent quand elle me parle de ses parents? Mathilde me dit rien, franchement pas grand-chose. Ah, peut-être éventuellement une petite tristesse, mais pas grand-chose. Quand Mathilde elle me parle de son métier, de sa profession, comment ça se passe dans votre profession, Mathilde elle me dit que professionnellement elle a tendance à accepter des boulots plutôt sous-payés, des boulots de stagiaire, malgré le fait qu'elle ait 6 années d'expérience dans l'événementiel. Mais comme elle n'a pas de diplôme, de toute manière, elle ne voit pas pourquoi elle devrait prétendre à plus ou à mieux. Donc elle tombe aussi de manière récurrente sur des collègues féminines qui la rabaissent, qui vont avoir tendance à justement saboter son travail, à prendre toute la place. Elle me dit que elle les critique, ces femmes, c'est la 3e femme qu'elle rencontre dans son métier, dans son parcours professionnel qui est comme ça, qui sabote en fait complètement son travail devant tout le monde. Elle lui dit ah, de toute manière tu sais pas travailler, ou elle rigole quand Mathilde parle, enfin des phrases comme ça et des attitudes humiliantes et rabaissantes qui sont à répétition, qu'elle rencontre en permanence. Elle sait très bien qu'elle agace ses collègues féminines, elle sent qu'elle les agace, mais voilà, ça la fait souffrir. Mais c'est devenu une espèce d'habitude et quelque chose où elle se dit, en fait, peut-être que c'est comme ça et que je suis vraiment agaçante et que je suis vraiment nulle. Et quand je lui pose la question de dire, mais comment ça se fait que vous rencontriez régulièrement ces personnes-là? Comment ça se fait que les gens se permettent d'avoir ces comportements-là avec vous devant tout le monde? Mathilde, elle tique un peu, puis elle dit, ouais, mais en fait, pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est que ils ont raison. Je pense que je vaux pas mieux, quelque part. Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle me parle de ses collègues? Pas grand-chose. Non plus, peut-être une légère petite tristesse. C'est triste quand même de vivre ça. C'est quand même, voilà, c'est un peu triste et dommage de vivre ça, mais voilà, pas grand-chose. Je demande à Mathilde, mais depuis quand en fait est-ce que vous avez pas confiance en vous parce que elle vient avec son lot de jugement, hein. Je suis trop nulle, je suis pas capable, des petites phrases comme ça en permanence. Je suis intellectuellement, voilà, je suis pas bête, mais bon, j'ai pas non plus des capacités intellectuelles énormes. Je sais même pas si je suis capable de vraiment bien faire mon métier. J'ai toujours besoin qu'on m'aide, qu'on me rassure. Donc en fait, c'est que je suis pas capable. Donc, depuis quand est-ce qu'elle n'a pas confiance en elle? Et beaucoup, elle a surtout pas confiance en elle d'un point de vue intellectuel. Donc, je lui demande de me raconter son parcours scolaire et elle me dit qu'il a toujours été chaotique, qu'elle n'a jamais été très bonne, elle a toujours détesté l'école, parce qu'elle a une sorte de dyslexie qui l'empêche en fait qui n'a pas été diagnostiquée et qui est apparue selon elle à peu près vers l'âge de 8 ans, 9 ans, et qui l'empêche en fait d'être concentrée quand elle lit ou quand elle écrit. Et ce qui fait qu'elle fait des fautes d'orthographe ou qu'elle lit pas bien, qu'elle a de la peine à lire, à être concentrée vraiment sur ce qu'elle lit et à vraiment pas passer à côté de certains mots. Et ça la complexe énormément dans son métier parce que dès qu'elle doit écrire un email, dès qu'elle doit écrire à quelqu'un, en fait, elle est complètement angoissée, complètement bloquée, en train de se dire je vais pas réussir, je vais faire des fautes, on va se moquer de moi. Et du coup, c'est vraiment un gros complexe chez elle et quelque chose qui l'empêche aussi de progresser dans son métier parce qu'elle vraiment, elle est très claire sur le fait que ça veut dire que j'aurai plus de contact avec des gens, plus de responsabilités, plus de documents à fournir. Et ça, j'en suis incapable. Donc, il vaut mieux que je vise pas trop haut vu mon niveau intellectuel. Elle se décrit aussi comme quelqu'un qui n'a pas de culture générale, qui franchement, vu qu'elle lit pas beaucoup, vu qu'elle n'est pas intellectuellement très
très élevée, entre guillemets. Elle n'a pas beaucoup de culture générale. Elle n'est pas bête, mais elle n'est pas brillante, quoi. Est-ce qu'elle a toujours été en échec scolaire ou est-ce que depuis le début, c'était difficile pour elle l'école parce qu'elle m'a dit qu'elle était en échec scolaire? Ou est-ce que c'est arrivé à un moment donné où d'un seul coup les notes se sont effondrées et où il y a eu un échec scolaire à un moment précis? Et Mathilde m'explique qu'en fait, ça s'est passé plutôt vers l'âge de 8 ans. Qu'à l'âge de 8 ans, elle a eu pendant 2 années de suite la même maîtresse, qui était une maîtresse qui n'appelait pas les élèves par leur prénom. Elle donnait des numéros aux élèves, certainement dans le sens de l'ordre alphabétique. Et Mathilde était numéro 12, donc elle s'en souvient très bien. Et que cette maîtresse-là, elle disait 12 au tableau, 12 fais tes devoirs, 12 interrogations. Enfin, elle n'appelait aucun élève par leur prénom. C'était dans une école, une petite école. Et elle classait aussi, elle positionnait les élèves dans la classe en fonction de savoir les bons étaient devant, les mauvais étaient derrière. Et ça changeait chaque semaine en fonction des résultats scolaires. Et ça a vraiment complètement choqué Mathilde. Et quand je lui demande, mais vous en aviez parlé à vos parents, vous en parliez à ce moment-là, vous l'avez dit à quelqu'un? Et oui, elle en avait parlé à ses parents qui lui ont dit, écoute, c'est comme ça, tu vas pas faire de vagues, serre les dents, maintenant c'est à toi de t'adapter. La maîtresse, celle qui de toute manière aura toujours raison. Donc serre les dents, tu l'as pendant 2 ans et après c'est bon, tu l'auras plus. Et puis que de toute manière, vu tes notes, tu serais très mal placé pour aller râler, on serait très mal placé pour aller râler auprès de la direction. Et donc, t'es gentil, mais fais pas de vagues et adapte-toi. Quand Mathilde me raconte ça, bon, moi je suis un peu choquée par la maîtresse. Je ne pensais pas que ça existait encore, ce genre de fonctionnement. Mais quand Mathilde me raconte ça, je lui demande, mais là, vous ressentez quoi quand vous me parlez de votre maîtresse, de la non-réaction de vos parents, du fait que personne ne vous ait protégé, que vous avez vécu ça pendant 2 ans, et que en plus, comme par hasard, vous étiez numéro 12 et puis derrière, donc comme par hasard, vous n'étiez pas bonne, et puis c'est aussi le moment où, comme par hasard, on apprend quand même à maîtriser l'écriture, la lecture. Et donc, c'est peut-être par hasard qu'il y ait eu un blocage là-dessus. Bon, ça, je ne dis pas tout de suite, mais qu'est-ce que vous ressentez? Et ben, Mathilde, elle ne ressent rien. Rien, c'est un peu de tristesse. Voilà, c'est les seules choses qu'éventuellement elle pourrait envisager de ressentir. Donc, elle est complètement anesthésiée. Elle a fait complètement sienne les remarques des autres. Si les autres m'ont dit tout ça, c'est parce que c'est vrai. Et à force qu'on me le dise, en fait, j'y crois dur comme fer. Donc je crois dur comme fer que les personnes, elles sont juste là pour souligner des choses qui sont réelles, des faits. Elles sont juste là pour souligner en fait ce que j'ai vraiment comme problème et ce que j'ai vraiment comme incapacité intellectuelle et que les remarques des autres sont des faits en fait. Il n'y a plus de distinction entre attends, peut-être qu'en fait moi je suis peut-être pas ce qu'on me dit que je suis et elle est complètement bloquée. Donc la première chose à faire, c'est d'éteindre le mental. Je lui donne rapidement, on va éteindre notre mental ensemble parce qu'elle me dit qu'elle ressent rien. Donc ça veut dire que le mental est très puissant à ce moment-là, puis qu'elle est complètement coupée de son corps. Donc on va apprendre à porter notre attention à notre corps physique, porter notre attention à notre corps sensoriel, et on le fait ensemble. Et Mathilde se rend compte, après avoir éteint le mental, que peut-être éventuellement elle ressent des tensions dans son corps, et qu'il se pourrait que elle n'ait pas totalement digéré ce qui se passe, ce qu'elle a ressenti durant les événements passés ou les événements présents, mais qu'en tous les cas, elle est tendue. Donc tendue, détendue, elle commence à se rendre compte qu'elle est tendue quand elle parle de sa maîtresse, quand elle me parle des humiliations qu'elle subit au travail, quand elle me parle de ses parents qui la critiquent, qui la rabaissent. Elle commence à ressentir des tensions et à se dire que peut-être éventuellement, il se pourrait qu'elle ne soit pas si anesthésiée que ça et qu'il y ait peut-être éventuellement une légère petite irritation à l'évocation de ces sujets-là. Et que, en fait, l'idée, c'est qu'elle se rende compte qu'en fait, tant qu'une émotion n'a pas été vécue, n'a pas été exprimée jusqu'au bout, elle est là, intacte dans notre corps. Et cette tension qu'on ressent quand on est dans le moment présent, c'est qu'il y a une émotion qui se cache derrière.
derrière notre mental. Une fois le mental éteint, on se retrouve face à nos émotions de joie, de colère, de tristesse, qui continuent d'être bloquées par notre mental aujourd'hui, même si les événements anciens ou récents sont passés, l'émotion, elle est intacte dans notre corps, elle est toujours là, en elle, partout où elle va, que ce soit au travail ou en famille, ces émotions-là sont à l'intérieur d'elle et n'ont pas été libérées, et du coup, le mental continue à faire son travail pour garder tout ça à l'intérieur d'elle. Donc Mathilde s'entraîne 1000 fois par jour à éteindre son mental, dès qu'elle focalise son attention sur l'autre, à revenir vers elle, à reporter son attention à son corps physique, à son corps sensoriel, juste pour quitter l'attention tournée sur les autres et revenir là, ici, maintenant, pas pour se mettre en attention et de nouveau à distance d'elle en disant oui, c'est bien, tu ne portes pas attention aux autres, porte attention à toi. Non, c'est vraiment, je sens mes orteils qui bougent, je sens mon corps physique, je sens les odeurs qui m'entourent, je suis mental éteint là, ici, maintenant. Donc elle se rend compte, en faisant cet exercice 1000 fois par jour, qu'en fait les autres prennent beaucoup de place dans son esprit, que les autres qu'elle pense en permanence aux autres, et que elle se rend compte aussi à quel point elle a peur et elle est tétanisée du jugement des autres avant même qu'il soit là. Elle se rend compte aussi, que elle veut tout faire pour que les autres la valident, qu'elle est tout le temps en train de se suradapter à ce que les autres attendent d'elle, à ce qu'elle pense que les autres attendent d'elle, et qu'elle fait tout pour essayer de recevoir des compliments, de recevoir des validations, de recevoir des « c'est bien ce que tu as fait », voilà, qu'on la valorise, parce qu'elle aimerait tellement recevoir ça, et en fait, elle ne reçoit jamais ça. Et c'est ce qui fait qu'elle se rend compte par la même occasion qu'à chaque fois, elle est frustrée en fait. Quand elle est dans l'attente que l'autre la valide, elle reçoit juste de la frustration. Cette frustration, c'est une colère. Et que si cette colère, elle ne l'exprime pas, elle va continuer avec son mental à être avec son mental en train de se dire qu'elle est nulle, et que si elle ne reçoit pas cette attention-là et cette validation de la part des autres, c'est qu'elle est vraiment nulle. Donc c'est vraiment ce yo-yo de se rendre compte que en éteignant son mental, en fait, elle se rend compte à quel point son mental était puissant et à quel point il y a des émotions derrière ce mental, et à quel point elle attend des autres qui lui donnent confiance en elle plutôt qu'elle se l'accorde. Elle se rend compte à quel point, en fait, elle est tout le temps en train de se juger ou d'anticiper les jugements des autres, et qu'il suffit qu'elle revienne dans le moment présent pour que d'un seul coup, elle se retrouve non pas en train de porter de l'attention aux autres, mais en contact avec ses émotions. Et que ces émotions, c'est peut-être ça la clé, d'exprimer justement ces émotions de manière à ce que le mental se calme et qu'elle arrête de regarder les autres plutôt que de s'occuper de ce qu'elle ressent. En fait, les autres ont même plus besoin d'être présents en fait. Quand on est là en train de bloquer nos émotions par rapport à un jugement qu'on a reçu ou une remarque qu'on a reçue, les autres ont même plus besoin d'être là. On est à la maison et on est encore en train de se dire, de ressasser ce que l'autre nous a dit. On est encore en train de se dire exactement la même chose, de dire ouais, vraiment peut-être que tu es trop nul, peut-être que tu n'as pas fait bien, peut-être que tu aurais dû faire. Donc les autres sont un déclencheur d'émotions. Si nos émotions, on ne s'en occupe pas, on est avec notre mental en train de nous dire exactement la même critique, le même jugement que ce qu'on a reçu quand ça s'est passé dans la scène d'avant. Donc Mathilde, elle se rend compte qu'à force d'exprimer, en fait, à force de reconnaître, de ressentir et d'exprimer ses émotions, elle a la possibilité non seulement de plus être atteinte par le jugement des autres, mais aussi que les autres, ils se permettent moins de choses. Les autres, ils commencent à moins se permettre d'humilier sa collègue comme par hasard, se mêle plus trop de son travail, la laisse un peu plus tranquille comme par hasard. Mais en fait, c'est parce qu'à l'intérieur d'elle, c'est plus négociable. C'est plus possible d'être là en train de la juger. Elle est plus un peu propriété publique où tout le monde peut donner son avis, et que simplement, en se ramenant à elle, elle se ramène à qui elle est, et plus forcément à qui on lui a dit qu'elle était, plus aux petites cases ou aux jugements qu'on a posés sur elle, mais elle revient en contact avec elle-même, et elle commence à s'apporter du respect, du non-jugement donc, de l'attention, de l'ouverture, de la bienveillance, et en se respectant et en s'apportant ce respect, d'un seul coup, les autres le ressentent, ça émane d'elle, elle n'a même pas besoin d'aller dire à sa collègue, hein. Pour elle, c'est non négociable, et puis maintenant c'est fini, elle n'a plus le droit de venir l'attaquer ou la critiquer,
et ça émane d'elle. Ce respect qu'elle s'apporte, cette attention, cette écoute, ce non-jugement qu'elle s'apporte à elle-même, ça se ressent à l'extérieur. Et les autres, comme par hasard, vont plus permettre la même chose, vont plus permettre de la critiquer. Et donc elle aussi, elle commence à se rendre compte que tiens, c'est marrant parce que plus je suis dans mon présent, plus je suis concentrée, plus j'arrive à lire et à écrire, que plus j'évacue justement le nombre de fois où on m'a dit que j'étais pas bonne à l'école. Alors la maîtresse, elle a pu l'exprimer assez rapidement, étonnamment parce que je pense que c'était quelque chose qui était vraiment encore très 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 présent en elle. Donc là, elle a pu exprimer la colère par rapport à la maîtresse. Et du coup, bah, elle s'est rendue compte qu'en fait, non. C'est juste qu'à ce moment-là, à cette période-là, elle était dans son mental en train de bloquer toute sa colère et que du coup, bah, elle se rend bien compte que dans le moment présent, quand elle étend son mental et qu'elle est en attention du moment présent, là, ici, maintenant, et plus avec son mental en train de se dire qu'elle va être nulle et qu'elle va rater, elle se rend compte qu'en fait, elle est tout à fait capable de lire, elle est capable de comprendre ce qu'elle est en train de lire tous les mots, et elle est aussi capable d'écrire correctement et puis de faire moins de fautes d'orthographe. Donc vraiment, Mathilde, elle découvre qu'en fait, en vidant de leur contenu émotionnel les scènes dans lesquelles on lui a mis une étiquette, ça veut dire en exprimant sa colère par rapport, et sa tristesse par rapport à ce qu'elle a reçu comme jugement, bah, comme par hasard, elle arrête de se juger elle-même, elle arrête de se sentir jugée par les autres, et elle redevient, elle, en contact avec son plein potentiel et toutes ses qualités qui lui permettent d'être plutôt à l'aise et de se sentir de moins en moins jugée ou de se juger elle-même de moins en moins. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que notre corps, notre meilleur ami, va nous indiquer par une tension physique la présence du mental. Et que notre mental, notre petit vélo, notre ego, c'est celui qui va justement nous mettre dans les jugements, qui va nous pousser à se juger, à être jugé par les autres, à se sentir jugé par les autres. Et donc c'est important de pouvoir l'éteindre. Donc vraiment en mettant en pratique la méthode Hodge à l'envers de l'ego, donc à l'envers de ce mental, de cet ego, de ce petit vélo, on va pouvoir nous autoriser à revenir dans le moment présent. En éteignant notre mental, on revient dans le moment présent et du coup on n'est plus du tout dans la peur du jugement de l'autre, dans la peur de rater, dans la peur de ne pas y arriver. Donc on va retrouver la confiance en nous, là, ici et maintenant. En s'autorisant à éteindre le mental, on va pouvoir s'autoriser à reconnaître, ressentir, exprimer nos émotions de joie, de colère, de tristesse, qui ont été ressenties mais qu'on n'a pas exprimées dans des scènes du passé. Et on va pouvoir les exprimer soit, pour se faire du bien, pour retrouver une détente. Et il n'est plus du tout question de l'autre, ça se fait vraiment seul, pour soi-même, pour se faire du bien. En éteignant notre mental, on va aussi retrouver la personne que l'on est. Donc nos envies, notre savoir inné et aussi toutes nos qualités. On va un petit peu sortir de ce qu'on nous a appris et dit comme étant des vérités, mais on va retrouver les nôtres. On va retrouver nos intuitions, on va retrouver nos envies, notre créativité, tout notre potentiel, notre plein potentiel, et on va retrouver qui l'on est. Si on s'apporte du non-jugement, de l'attention, du respect, de la douceur et de l'amour, bah forcément ça va émaner de nous, ça va se sentir par l'extérieur, on va être détendu, notre corps va déjà nous remercier et en plus ça va émaner de nous. Et si ce qui rayonne de nous c'est le respect, l'ouverture, le non-jugement, l'écoute, l'amour, bah c'est ce qu'on va pouvoir être capable de recevoir de la part des autres et ce qu'on va être capable de pouvoir échanger avec les autres. Et c'est que à la condition d'arrêter de se juger qu'on arrêtera de se sentir jugé. C'est qu'à la condition de se remettre au centre de notre attention que du coup on va vite sortir du jugement et qu'on va pouvoir se rendre compte que en fait on est quelqu'un qui est bourré de qualité et retrouver notre plein potentiel.